1. J'accueille donc, je suis très contente, je vais me tourner vers vous, Agathe, parce que Pierre-Henri est un habitué de ces rencontres. Alors, vous étiez au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, vous étiez fonctionnaire, donc, haut fonctionnaire, et aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. On vous entend, non, c'est pas vous, vous m'avez dit, c'est votre sœur, voilà, pardon, excusez-moi. Et votre dernier livre, je sais que vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes consultante en stratégie, docteur en sciences politiques, et votre dernier livre s'appelle « Faire tomber les murs entre les intellectuels et les politiques ». Pierre-André Tavoyot, professeur de philosophie à la Sorbonne, ton dernier livre ? Comment gouverner un peuple roi ? Voilà, qui est donc en plein dans notre sujet, qui est donné par le professeur François Lapéroux. Nous devons donc plancher sur démocratie représentative et participative. Et effectivement, la crise, disons, dans laquelle nous sommes depuis probablement quelques années et qui a pris un tour aigu cette dernière année, a posé notamment cette question. Est-ce que la démocratie participative doit, en quelque sorte, démocratiser la démocratie, comme l'a dit Roland, ou même remplacer la démocratie participative? Alors juste, très vite, je rappelle l'article 3 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants et par le référendum. Il me semble que déjà, on a des germes là de correctif du régime représentatif. Et ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que dans la crise des Gilets jaunes, on a beaucoup entendu que vraiment les représentants ne nous représentaient pas. J'ai débattu avec Étienne Chouard, qui était un de leurs maîtres à penser en quelque sorte, un prof d'économie, et lui disait il faut plus de représentants, c'est le peuple. On doit passer du gouvernement pour le peuple au gouvernement par le peuple. Bref, j'aimerais dans le fond qu'on redresse en quelque sorte ici ce procès du régime représentatif auquel on a assisté depuis quelques mois. Et je vais passer d'abord la parole à la défense qui va nous décrire l'accusé. Voilà. Donc le régime représentatif. Alors je pense qu'il faut commencer en ayant une petite remarque préliminaire qui consiste à dire que la démocratie est un régime, on l'a dit dans la première séance, profondément déceptif. C'est-à-dire qu'elle nous promet beaucoup et on est, au regard de ces promesses, toujours un peu déçu. Liberté, on ne sera jamais totalement libre. Égalité, on ne sera jamais absolument égaux. Et fraternité, on le voit bien, c'est quand même difficile à faire. Donc il y a une déception structurelle de la démocratie. Deuxièmement, la démocratie, et ça c'est plus difficile à envisager, souffre un peu d'une espèce d'illusion de l'évidence. On a l'impression qu'on sait exactement ce que c'est que la démocratie. Or, en y réfléchissant, c'est en vérité un régime très complexe. La définition, on l'a déjà donnée, la plus célèbre, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est sublime comme définition, elle est de Lincoln, incorporée dans notre Constitution depuis 1946. Bon, la phrase est magnifique, simplement quand on y réfléchit un peu, il y a deux énigmes colossales dans cette définition. La première est à elle seule sidérante, c'est qu'est-ce qu'un gouvernement ? Et la deuxième est encore plus abyssale, c'est qui est le peuple ? Et je voudrais essayer de présenter, parce que c'est ça le fond du problème, la manière dont on peut répondre à cette question. En général, et c'est un peu ce qui se passe systématiquement dans le régime démocratique, quand on pose cette question qui est le peuple, on a une sorte de sentiment d'évidence. On va sortir dans la rue, puis on va aller rencontrer le peuple. C'est comme quand les journalistes font un micro-trottoir pour dire, voilà, qu'en pensent les Français ? Donc on va aller les rencontrer, on leur poser la question, puis bon... Très vite, on s'aperçoit, alors on va chercher dans la rue, sur les trottoirs, dans les commerces, éventuellement sur les ronds-points, et on s'aperçoit, en y réfléchissant, qu'on ne trouve jamais le peuple. On trouve du peuple. En l'occurrence, sur les ronds-points, il y a du peuple, incontestablement. Peut-être du peuple qu'on n'avait pas assez entendu auparavant, ça vraiment c'est sûr, mais c'est jamais le peuple. Donc un peu échaudé par cet échec, on va se dire, bon, on ne trouve pas le peuple, essayons de procéder autrement, et essayons de trouver les ennemis du peuple. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile en général, on ne sait pas se définir, mais on sait contre qui on est. Et on va effectivement faire la liste des ennemis du peuple, on va dire, les ennemis du peuple, c'est l'élite, c'est les énarques, David, c'est les hauts fonctionnaires, c'est les riches, ou alors, les ennemis du peuple, c'est les assistés, c'est les immigrés, c'est les pauvres, ceux qui foutent rien. Voilà.
Et puis finalement, à force de repérer tous ces ennemis du peuple, on va finir par se retrouver un peu tout seul. Il y a tellement d'ennemis que finalement, le peuple, on pensera l'incarner. D'ailleurs, c'est ce qui se passe d'ailleurs, troisième élément. En général, quelqu'un arrive à ce moment-là, la main sur le cœur, et il vous dit, le peuple, c'est moi, suivez-moi. Voilà. Comme on y croit pas très longtemps, c'est reparti pour un tour. Donc le peuple, de ce point de vue-là, est introuvable. Si on veut trouver son visage, sa substance, on n'y arrivera jamais. Alors les fondateurs de nos régimes représentatifs, dans leur très grande sagesse, l'abbé Sieyès en France, Madison et Hamilton aux États-Unis, pour éviter ce travers et pour éviter surtout ce qu'ils appelaient tous les deux l'absolutisme du peuple. L'absolutisme du peuple, c'est l'idée qu'on a un pouvoir absolu, au mauvais sens du terme. Vous voyez, l'absolutisme divin, c'est très dangereux, mais j'allais dire, Dieu, il est un peu loin, quoi. Il ne s'incarne pas vraiment. Et l'absolutisme du peuple, on peut lui donner une incarnation. Donc voilà, c'est beaucoup plus difficile. Et donc ils ont envisagé d'emblée, voilà ce qui constitue la base de nos régimes, libéraux, je pèse le mot, c'est que d'emblée, le peuple est perçu avec plusieurs visages. Pour le dire très simplement, on peut envisager le peuple d'abord comme le vivre ensemble, ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est quoi le vivre ensemble? C'est le degré zéro de peuple, si je puis dire, c'est le fait qu'on vive ensemble et qu'on tisse entre nous des liens d'amitié, d'affection économique. On vit ensemble. Ça ne suffit pas pour faire un peuple, mais ça constitue une société. Pour qu'il y ait un peuple, il ne faut pas simplement vivre ensemble, il faut en plus vouloir vivre ensemble. Ce qui est le cas. Pour nous aujourd'hui, nous avons tous décidé d'être là. En ce sens, nous formulons déjà un petit peuple. Vouloir vivre ensemble, et vouloir vivre ensemble, ça veut dire, vous voyez, dès qu'on met le mot vouloir, c'est qu'on s'inscrit dans la durée. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Il y a un passé, c'est-à-dire que nous avons un passé commun, les rencontres de Cannes, nous avons un présent, des institutions, des règles du jeu, 40 minutes, le petit jingle, et puis nous avons un futur, nous avons un projet, sauver la démocratie. Personne ne sort de ces salles tant qu'on ne l'a pas fait dimanche. Voilà, on a cette idée. Bon, vouloir vivre ensemble, appelons ça le peuple-État, parce que l'État, c'est justement la stabilité. Mais ça ne suffit pas encore. Il faut de la société, il faut un peuple-société, il faut un peuple-État, et en plus, il faut ce que j'appellerais un peuple opinion, c'est-à-dire non seulement vivre ensemble, non seulement vouloir vivre ensemble, mais en plus délibérer ensemble de la manière dont on veut vivre ensemble. C'est le peuple opinion. Et donc d'emblée, dans les démocraties libérales, le peuple a trois visages, ce qui interdit tout absolutisme du peuple. Vous voyez, personne ne peut l'incarner, personne ne peut dire « je suis le peuple ». Les libéraux pensaient que ces trois peuples allaient s'auto-limiter, s'auto-réguler, et produire une harmonie. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que ces trois peuples ont toujours la volonté de bouffer les deux autres. Forcément. Le peuple-société, le peuple-État, enfin, toutes les pathologies démocratiques pourraient être résumées dans la volonté d'un de ces peuples de manger les deux autres. D'où l'idée que je propose d'envisager un quatrième peuple, mais sous une forme un peu particulière. Ce peuple-là n'a pas de visage. On ne peut pas lui serrer la main. On ne peut pas aller lui serrer les paluches, on ne peut pas aller le rencontrer. C'est un peuple que j'appellerais le peuple méthode. Car la démocratie et le peuple de la démocratie, c'est d'abord et avant tout une manière collective de décider, d'agir et de vivre ensemble. C'est une manière de faire, une manière de se comporter. Comment la définir, cette méthode? Et voilà ce qui nous amène à la définition de la démocratie représentative. Elle est très simple. Pour qu'il y ait peuple de la démocratie, il faut qu'il y ait 4 étapes. Des élections, des délibérations, des décisions et de la reddition de comptes. Rendre des comptes. S'il manque une seule de ces étapes, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de démocratie. 2 exemples. Vous prenez la République iranienne. Il y a des élections qui ne sont pas intégralement prévisibles. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a une forme de reddition de comptes, pas forcément au peuple, mais aussi à Dieu. Il n'y a pas d'espace délibératif. Prenons la Russie poutinienne. Il y a des élections. Je vous l'accorde, elles sont un peu prévisibles. Il y a un espace public délibératif. Je vous l'accorde aussi, il est un peu risqué. Il y a des décisions qui sont prises. Mais il n'y a pas véritablement de reddition de comptes, c'est toujours Poutine qui gagne à la fin. Prenons la France. Ces 4 étapes existent. Il y a des élections, il y a de la délibération, il y a de la reddition de comptes. On peut considérer
que le moment de la décision est plus fragile. C'est mon diagnostic sur la crise de la démocratie contemporaine. Le moment de la décision est plus fragile. C'est mon diagnostic sur la crise de la démocratie contemporaine. Elle ne souffre pas tant d'une crise du démos, comme on dit une crise de la représentation. Je pense qu'en fait, jamais le peuple a été aussi bien représenté qu'aujourd'hui. Nous connaissons la société très bien. Le moindre homme politique scrute nos moindres éternuements, nos moindres colères avec une attention avide pour justement se faire réélire. Donc on connaisse bien. En revanche, je pense que nos démocraties souffrent d'une crise du kratos. Le promesse démocratique, et je termine par là, c'est la promesse pour le peuple de maîtriser son destin. Or, aujourd'hui, ce destin semble nous échapper. Mondialisation, régulation, dimension juridique, partout, on voit très bien ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas comment le faire. Et c'est ça le cœur de la crise démocratique, c'est le sentiment de dépossession démocratique, au niveau national et au niveau mondial. Voilà pourquoi la proposition est un peu rude. En effet, le populisme s'installe dans cette crise de la dépossession et qu'aujourd'hui, il me semble que nous devons réinvestir l'efficacité démocratique. Les démocraties se sont construites par la désobéissance. Je crois que pour survivre, les démocraties doivent s'installer dans l'obéissance. Mais, pardon, juste, je vais passer la parole à Julia, mais est-ce que ce que tu voulais dire, c'est que, en gros, le problème de nos démocraties, c'est l'impuissance publique? Oui, c'est ça, la dépossession démocratique et l'impuissance publique. Peut-être après, tu pourras rediscuter du terme obéissance, mais je crois que... Agathe, je suis désolée, je suis vraiment désolée, pardonnez-moi. Non, mais c'est parce qu'en fait, comme depuis tout à l'heure, je me dis, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, Agathe a une sœur jumelle qui est également, qui est un peu dans le même créneau idéologique, je dirais, non ? Pas totalement. D'accord, voilà. Et qu'on entend aussi également, donc voilà. Et donc, Agathe, je pense qu'il y a des phrases de Pierre-Henri qui ont dû vous faire sursauter. Comment ? Donc, oui. Donc, je propose que vous répondiez direct. Et qui ont fait sursauter Natacha Polony aussi. Non, mais est-ce que nous sommes bien représentés ? Voilà. J'ai une phrase qui m'a marqué quand même. Les responsables politiques aujourd'hui connaissent bien la société. Je pense que c'est exactement le contraire. Quand le président Emmanuel Macron, quand il rendait compte du grand débat, a dit « Je vous remercie, vous, Gilets jaunes, car grâce à vous, j'ai appris qu'il y avait des mères célibataires, des mères seules avec des enfants. » Vous vous dites « C'est dommage quand même, il est président de la République, ça fait un peu plus de 2 ans qu'il gouverne ce pays. S'il n'avait pas vu qu'il y avait auparavant un problème de mères seules avec des enfants, ça pose un vrai sujet de méconnaissance de ce qu'est la société dans sa réalité. » Alors oui, les responsables politiques ont tous les outils qu'il faut en termes de marketing électoral, de sondage d'opinion, la capacité à avoir des outils extrêmement fins basés sur l'intelligence artificielle pour dire qui habite où dans tel quartier. Par contre, la réalité... C'est quoi la réalité ? C'est quoi la réalité ? C'est le fait que vous aviez en effet des mères seules qui s'occupaient d'enfants et qui sont allées s'exprimer sur les ronds-points. Et je pense que ça aurait été plus intéressant pour le gouvernement d'être conscient qu'il y avait ce type de population en France avant de prendre un certain nombre de décisions. Alors, si je pars sur le sujet, est-ce que la démocratie participative, qui a été demandée d'une certaine manière avec force par les Gilets jaunes, aurait plus de sens que la démocratie représentative ? Je vais vous dire non, je pense que c'est un complément nécessaire pour sauver une démocratie représentative qui aujourd'hui est extrêmement fragilisée. La démocratie représentative aujourd'hui est extrêmement fragilisée, d'abord parce qu'il n'y a plus de confiance entre, d'un côté, je ne vais pas parler du peuple, hein. Moi j'ai un problème avec le mot peuple parce que le mot est tellement vague et on l'entend tellement dans une opposition peuple-élite qu'on perd un peu le sens du démos. Je vais parler des citoyens. Il y a une défiance extrême entre les citoyens d'une part et ceux qui les représentent dans les assemblées et ceux qui les gouvernent. On a un problème de défiance qui se crée d'abord, parce que si vous regardez la composition de l'Assemblée nationale, vous pouvez vous dire l'Assemblée nationale de 2017, elle n'est pas si mal. Vous avez des personnes qui sont relativement plus jeunes que les Assemblées nationales précédentes. Vous avez des personnes qui n'ont pas fait de la politique depuis 20 ans qui composent cette Assemblée nationale, et vous avez plus de femmes, donc vous pouvez vous dire c'est pas si mal. Vous avez une Assemblée nationale dans laquelle vous n'avez aujourd'hui aucune personne qui professionnellement auparavant était ouvrier ou employé. C'est problématique.
Parce que je pense que s'il y avait eu quelques ouvriers et employés dans le groupe La République En Marche qui étaient élus à l'Assemblée nationale, sans doute, ces députés auraient eu conscience qu'il y avait des mères seules qui devaient élever des enfants et la complexité de cela. Vous avez un problème aussi de confiance très fort entre les citoyens et les décisions qui sont prises, parce qu'il y a une forme d'incompréhension des choix qui guident ces décisions. Les citoyens sont assez rationnels et peuvent comprendre assez bien des principes de choix. Si on leur dit qu'il faut faire des économies budgétaires, ils peuvent comprendre qu'on réduit certaines choses. Donc par exemple, on dit aux citoyens il faut faire des économies budgétaires, donc je vais baisser l'aide pour le logement de 5 €, ça va me permettre de rééquilibrer mon budget. Ils pourraient comprendre. S'ils ont vu qu'auparavant vous avez supprimé un impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune et que vous avez perdu en impôt sur la fortune, vous allez le regagner en aide pour le logement, ils comprennent que le sujet derrière la diminution de l'aide pour le logement, c'est pas un sujet de il faut que je rééquilibre mon budget, c'est un sujet de je veux moins dépenser pour certaines catégories de la population pour avoir la capacité de préserver les intérêts économiques d'autres catégories de la population. Et ça met en souffrance la démocratie représentative. Je pense que les outils de démocratie participative peuvent être des outils intéressants. Pourquoi ? Parce que la partie la plus radicale des Gilets jaunes n'a pas demandé la démocratie participative. Ils ont demandé le mandat impératif. Vous avez 2 types de mandats, c'est assez simple. Vous avez le mandat représentatif. Aujourd'hui, vous élisez un député. Il a pu vous raconter ce qu'il voulait dans son programme. Quand vous l'élisez, il a pu dire, par exemple, moi, député, je voterai pour la suppression des chaussettes. Bon. Il est élu député, il ne va pas proposer un texte de loi pour interdire tous les Français de porter des chaussettes. Je prends l'exemple le plus caricatural qui soit, parce que vous l'élisez sur un mandat général et qui n'est pas révocable. Et il n'a pas pris d'engagement. Vous ne pouvez pas le révoquer parce qu'il ne tient pas les engagements qu'il a pris en campagne. Les Gilets jaunes demandent, une partie d'entre eux ont demandé le mandat impératif. C'est-à-dire que vous élisez un député parce qu'il vous a dit « Moi, député, je demanderai l'interdiction des chaussettes ». Il va à l'Assemblée, il doit faire voter une loi pour l'interdiction des chaussettes. Il a 6 mois pour faire voter cette loi. Au bout de 6 mois, il n'est plus député. Si pendant les 6 mois, il ne fait pas ce travail de député, vous pouvez le révoquer. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que le mandat impératif, vous créez une situation d'instabilité et vous créez une forme de défiance et de contrôle en temps réel permanent qui fait que notre démocratie ne pourrait pas fonctionner. C'est pour ça que la démocratie participative m'intéresse. C'est-à-dire qu'elle va permettre de réassocier les citoyens au processus de décision tout en laissant une démocratie représentative saine fonctionner. La démocratie participative, franchement, c'est pas une nouveauté. Hein. Les budgets participatifs, quand ils ont commencé à se développer de manière très poussée à Sao Paulo, c'est les années 1990. Même sur les sujets extrêmement techniques, vous avez eu des conférences de consensus qui associaient les citoyens extrêmement tôt. Parce que les citoyens ont une capacité d'appréhension des sujets qu'un certain nombre d'experts n'ont pas. Vous prenez un sujet, vous pouvez vous dire, il est extrêmement technique, comme l'enfouissement des déchets nucléaires. Vous pouvez vous dire, bon, allez, sur ce sujet-là, on a vraiment besoin d'experts extrêmement pointus, de physiciens extrêmement pointus des questions nucléaires. On a besoin de personnes très bien formées aux mécanismes réglementaires des préfets, et ensemble, ils vont prendre la meilleure décision possible. Le principe des conférences de consensus qui associent les citoyens, c'est de dire, attention, n'oublions pas le regard citoyen, parce que ce regard citoyen sur de l'enfouissement des déchets, il peut apporter peut-être quelque chose de plus. Peut-être que le citoyen aura un regard sur, attention, vous savez qu'il y a une école qui n'est pas si loin du site, et attention, vous savez qu'au-dessus du site où vous êtes en train de prévoir l'enfouissement de déchets, il y a des jeunes qui viennent jouer tous les week-ends, ou attention, vous nous parlez d'un certain nombre de principes de précaution, mais nous on veut qu'ils soient renforcés. Et là, vous opposez pas la démocratie participative et la démocratie représentative. Vous associez davantage les citoyens à la prise de décision. C'est pour ça, juste un dernier mot sur... certains ont regardé avec ironie la conférence citoyenne qui a été lancée sur la transition écologique, en disant, attendez, sur ces questions de transition écologique, les sujets sont extrêmement techniques, et c'est pas parce que vous avez tiré au sort 150 personnes qu'elles vont être capables, en débattant, de trouver de meilleures solutions. Moi, je dis 2 choses. 1, le principe de la conférence sur le climat, c'est la délibération. C'est la démocratie délibérative. C'est le principe que si on parle tous ensemble en prenant le temps de comprendre, on sera plus intelligent que si une personne décide tout seul. Ça, j'y crois beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, on voit bien qu'il y a un certain nombre de mécanismes de décision aujourd'hui qui sont des mécanismes de décision verticaux qui ne fonctionnent plus. Quand on a dit pour le climat, on va faire la taxe carbone, ça n'a pas fonctionné. Parce que les citoyens ont dit,
Mais vous déconnez votre taxe carbone, ok, mais comment je me déplace pour aller travailler? Et vous résolvez pas ça avec le problème. Si vous aviez mis plus de délibération, sans doute que vous n'auriez pas proposé une taxe carbone. Vous auriez proposé, et c'est peut-être ce que va faire la conférence citoyenne sur le climat, d'autres mécanismes pour avancer sur le chemin de la transition écologique. Vas-y, je poserai mes questions après, vas-y, réponds à ça. Bravo. Alors peut-être un mot pour répondre sur une chose, c'est-à-dire vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'à l'Assemblée nationale il y avait plus de femmes, avez-vous dit, mais pas beaucoup d'ouvriers. Est-ce que la représentation consiste à reproduire, disons sur une petite échelle, la nation, c'est-à-dire, et à ce moment-là, comment on va faire pour représenter l'infinité de catégories? Non, mais parce que je voudrais rebondir là-dessus. En fait, il y a un problème là-dessus sur une confusion entre deux conceptions de la représentation. C'est la représentation reflet et la représentation représentative. C'est-à-dire qu'effectivement, la représentation représentative, c'est qu'on donne un mandat, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, un mandat non impératif à un député. On fait confiance à quelqu'un pendant 5 ans pour prendre les bonnes décisions. C'est ça. Alors évidemment, la question du reflet, est-ce que cette personne doit nous ressembler ? J'insiste sur un point, on peut être critique à l'égard de ça, mais si on pense qu'en démocratie, seuls nous représentent ceux qui nous ressemblent, il faut autant y aller soi-même. Et j'ajoute un point, c'est que quand nous votons, en fait, on est déjà des représentants. Quand nous votons, nous sommes des représentants, c'est-à-dire nous votons en pensant à tous ceux qui ne peuvent pas voter. C'est-à-dire, par exemple, les générations passées ou les générations futures, et puis les mineurs ou les gens qui sont en incapacité de voter. Donc, on est un représentant. Et évidemment, si on considère qu'on ne représente que ceux qui nous ressemblent, c'est pas la peine d'instaurer la démocratie. Ça n'a aucun sens, parce que ça veut dire que le vote est exclusivement égoïste. Si on pense ça, et on a le droit de le penser, alors je veux dire, choisissons la dictature. C'est beaucoup plus efficace. Hein. Prenons les choses par l'absurde. Vous auriez aujourd'hui une Assemblée nationale et un Sénat. Vous auriez uniquement des hommes. Est-ce que vous pensez que ça vous poserait problème? D'accord. Donc vous pensez que ça vous pose problème. Vous vous dites pas, il faut demain qu'on ait exactement 50% d'hommes et 50% de femmes. D'abord parce que si vous avez 50% d'hommes... Mais pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Parce que les hommes, les femmes... Je continue. Si vous avez 50% d'hommes et 50% de femmes, ça ne permet pas à 70% de femmes un jour d'être député, parce qu'on peut peut-être à un moment donné inverser la balance. Mais vous vous dites, si vous avez une société où vous avez 50% d'hommes, 50% de femmes, s'il n'y a que des hommes à l'Assemblée nationale, soit vous avez considéré que peut-être que les femmes ne pouvaient pas être élues. Ça existait à une certaine époque. Soit vous considérez que les femmes, en tant que femmes, n'ont pas une parole intéressante, soit vous vous dites c'est quand même assez étrange que sur plus de 500 députés qu'on va élire, il n'y a pas de femmes. Moi, je ne dis pas il faut prendre 550 personnes et faire une forme de... En plus, il y a des gens qui se présentent, donc même prendre 550 personnes et faire aller une forme de tirage au sort, il faudrait des gens qui représentent absolument à peu près la société. Je dis, attendez, regardez la réalité de ce qu'est la société. Nous sommes une société dans laquelle, vous avez encore, il y a des gens qui le regrettent, des personnes qui travaillent dans les usines. Vous avez des ouvriers, vous avez des employés, vous avez des personnes qui sont extrêmement privilégiées économiquement et socialement, et vous avez des personnes qui le sont moins. Pourquoi uniquement les personnes extrêmement privilégiées socialement seraient représentées à l'Assemblée nationale? Alors vous pouvez vous dire c'est le hasard du vote et vous avez des votes dans toutes les circonscriptions qui ont fait que ce hasard existe. Vous avez une responsabilité des partis politiques. Si les partis politiques ne sont composés et ne présentent aux élections qu'une certaine catégorie des citoyens, alors il ne faut pas s'étonner ensuite que les décisions soient prises, en n'ayant absolument pas conscience de ce que vivent les autres catégories de citoyens qui, par hasard, représentent quand même une grande partie de la population, et que il y ait des formes d'incompréhension majeures qui se posent entre les décisions qui sont prises et ce qu'étaient les attentes. Et je pense que quand on dit attention... Vous pouvez comprendre le problème des femmes, même si vous n'êtes pas une femme, non? Vous pouvez comprendre. Non. Vous pouvez comprendre peut-être un certain nombre de problèmes si vous n'êtes pas une femme, mais... Alors attendez, si je pousse, donc, pour représenter des catholiques, il faudrait des catholiques. Pour représenter des juifs, il faudrait des juifs, alors. Mais attendez. Ce qu'on dit, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a une responsabilité, effectivement, des partis dans le choix des élus, des candidats, effectivement, à veiller à ce qu'il y ait une forme de reflet, en effet. Mais ce que je veux dire, c'est que
n'en déduisons pas qu'il y a une conception de la représentation au reflet. Et ce que je vois pas, c'est que je vois pas la limite. C'est-à-dire où est-ce qu'on va s'arrêter ? Vous voyez, si on est dans cette logique, où va-t-on s'arrêter ? Je pense qu'un certain nombre d'élus sont aussi, c'est pour ça que je pense que le cumul des mandats n'est pas une mauvaise chose, parce qu'un maire, il est confronté à toute une série de réalités qui sont des réalités sociologiquement extrêmement variées. Donc un maire peut connaître effectivement des situations qui sont très différentes. Donc je pense que voilà, c'est pas parce qu'on est dans une situation qu'on est le mieux à même de défendre ses propres intérêts. Ça ne veut pas dire que l'inverse est faux, mais je pense que ça c'est une vision qui est une vision extrêmement périlleuse parce qu'elle conduit, voilà la conséquence. Si on la pousse à son terme, à une fragmentation de la société et finalement à une forme de communautarisme. Voilà l'objection que j'ai à l'égard de cette position. Je vais prendre la question dans l'autre sens. D'abord, non mais dans l'autre sens. On peut faire tous les sens, mais d'abord, les parlementaires, c'est des personnes qui sont élues pour exercer notre souveraineté. Si vous considérez qu'une société où vous avez la moitié de femmes et la moitié d'hommes, il n'y a que les hommes qui peuvent faire ce rôle d'exercice de la souveraineté. Personne ne dit ça. Aujourd'hui, personne ne dit ça. C'est ce que pouvait sous-entendre par raisonnement par l'absurde Elisabeth Lévy. C'est vous considérez que les femmes doivent être maintenues dans une forme de minorité. Vous pouvez ne pas être ouvrier et vous intéresser ou comprendre les problèmes des ouvriers. Alors. Deuxièmement, il y a peu de personnes aujourd'hui qui disent attendez, il faut faire des quotas en termes de catégories socio-professionnelles ou en termes de religion. Vous parliez de la religion. Pour l'Assemblée nationale, il y a des personnes qui disent, moi je dis, c'est sans doute problématique dans cette société, vous avez des partis politiques qui présentent des candidats qui ne représentent qu'une infime minorité des citoyens. Ces candidats sont élus et ensuite vont prendre un certain nombre de décisions qui, après, on peut s'en étonner ou pas, moi je ne m'en étonne pas, semblent en décalage total avec les attentes de la majorité des citoyens. Et vous pouvez très bien dire, attendez, faisons attention à qui compose l'Assemblée nationale, parce que c'est plus difficile au niveau du gouvernement. On a assez rarement vu de gouvernement qui était représentatif. Donc on a déjà un gouvernement qui est totalement... Je ne parle pas de ce gouvernement en particulier. Je parle aussi de ce gouvernement, mais pas de ce gouvernement en particulier. On a un gouvernement qui est totalement déconnecté de ce que sont les réalités sociales. Alors est-ce qu'à l'Assemblée, on ne pourrait pas, en présentant les candidats, faire en sorte aussi de proposer aux Français des candidats qui soient un peu plus représentatifs de ce qu'ils sont dans leur diversité, de sexe, d'âge, d'exercice de métier, de moyens financiers dont ils disposent. Et est-ce que sans doute, ce type d'assemblée, sans qu'on impose quoi que ce soit en termes de quotas ou quoi que ce soit en termes d'obligations, ne prendrait pas des décisions plus adéquates par rapport à ce que les attentes citoyennes ? Je pense que la question mérite d'être posée. Et je pense qu'une assemblée qui n'a pas d'ouvriers aujourd'hui, pour moi, c'est problématique. De toute façon, ça, non mais... Avec les non-quotas, effectivement, c'est très raisonnable. Mais de toute façon, le pouvoir de l'Assemblée, comme vous le savez, l'un et l'autre, est très limité en réalité. C'est peut-être une des clés du problème. Je voudrais vous ramener tous les deux, disons, à la question qui nous a été posée, qui est la crise de la démocratie représentative, qui, dans le fond, est liée au fait que ce régime, finalement, des gens élus tout à fait démocratiquement peuvent mener des politiques que Marcel Gauchet appelle anti-majoritaires. Natacha a cité de l'Europe. Je veux dire, sur les questions migratoires, il est probable que les politiques menées sont effectivement anti-majoritaires. Donc, comment faire en sorte, est-ce que c'est la participation qui peut corriger ça, qui peut faire en sorte, dans le fond, que la volonté du peuple soit respectée? Ce qui me gêne dans le mot démocratie participative, c'est qu'il est, le qualificatif est flou. On ne sait pas de participation de quoi. Alors, je posais la question la dernière fois, c'est que si participation, ça veut dire se sentir concerné par les affaires de la cité. Alors, évidemment, il n'y a pas de problème. Non, pas forcément l'élection, on peut se sentir participer au débat public. Si participer, c'est participer à la délibération politique, à la délibération publique, aux médias, au débat public. C'est un autre sens, ce qu'on peut appeler la démocratie délibérative. Si participer, ça veut dire participer à la décision. Vous voyez, c'est un autre degré, participer à la décision. Si participer, ça veut dire prendre plus de pouvoir, voire prendre le pouvoir, voire devenir tout puissant. C'est un peu la tentation du citoyen, c'est de dire on ne me représente pas, on ne m'écoute pas, j'ai envie d'imposer ma... C'est ce que j'entends, juste une précision, quand j'ai dit avec un peu de provocation, je vous l'accorde, le mot obéissance, je voudrais préciser ce que ça veut dire. Obéissance, ça ne veut pas dire servitude.
Obéissance, ça ne veut pas dire se soumettre. Rousseau dit « un peuple libre obéit mais ne sert pas ». Il a des chefs, mais il n'a pas de maître. C'est Rousseau. Obéissance au sens étymologique, ça veut dire « ob audire », prêter l'oreille. Prêter l'oreille à quoi ? Au fait qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Au fait qu'il y a du réel. C'est ça, obéir. C'est de se dire « je ne pense pas qu'à ma pomme ». Si on définit la citoyenneté autrement que par l'obéissance, en ce sens-là très précis, je ne vois pas comment on peut vivre ensemble. Donc l'obéissance, c'est ça, me semble-t-il. Pourquoi, à mon sens, la participation peut, dans ses degrés les plus importants, peut être périlleuse. L'argument est extrêmement simple. Pour qu'on installe une démocratie participative, il faut que le peuple participe. D'accord ? Je suis un membre du peuple, donc je pense qu'effectivement, je dois participer. Or, il est clair que la politique me passionne. J'écris, j'enseigne dessus. Mais de là à passer mes jours, mes nuits, mes soirées, mes week-ends à faire de la politique, parce qu'il faut, si on installe la démocratie participative au sens strict, que les citoyens, 24 heures sur 24, s'occupent des affaires de la cité. Si, démocratie participative, il faut que les citoyens s'occupent, sinon on est dans la représentative, on choisit certains citoyens. Démocratie participative, les citoyens participent tout le temps. Or, au bout d'un certain temps, c'est comme au bout d'un certain temps, je vais me lasser. Et me lassant, c'est d'ailleurs beaucoup d'expériences de démocratie participative de ce type, elles ne durent pas très longtemps. Au bout d'un certain temps, on se lasse, on ne va plus aux réunions, c'est comme dans les réunions de copropriété, on ne va plus aux réunions, on se lasse, et qui prend le pouvoir ? Deux types de personnes. Les militants, c'est-à-dire les minorités actives, en l'occurrence, ou ceux qui ont le temps. Et je dis que la démocratie participative, c'est la dictature de ceux qui ont le temps. Voilà. C'est, tout simplement, c'est que ceux qui n'ont pas autre chose. Et donc, et qui ont le temps, ayant le temps, usurpent le peuple, le nom du peuple. Donc, pour des débats, il y a des procédures de démocratie participative que j'approuve et qui sont plutôt délibératives, à vrai dire, qui sont du type conférence de consensus, par exemple, ce que ça fait Jean Leonetti sur les questions de la GPA. Je trouve ça extrêmement intelligent. Il y a une question très précise qui est posée. On auditionne. Les citoyens lambda deviennent des experts en auditionnant des experts, et on leur fait confiance pour effectivement nourrir le débat et apporter une solution en général de bon sens sur des questions qui sont des questions assez délimitées. Mais c'est aussi ceux qui ont le temps. Ça suppose une certaine forme de dramatisation. C'est qu'il faut que la question soit importante, qu'il y ait une situation de crise, et ce n'est pas toutes les questions sur lesquelles on se passionne. Sur le diamètre des tuyaux dans la construction des maisons, je suis désolé, je n'ai pas envie d'être dans la démocratie participative. Je vais plutôt faire confiance à des professionnels qui vont s'occuper de ça. Pardon, je voudrais une réponse là. La dictature de ceux qui ont le temps. D'abord, il n'y a pas d'expérience de régime. Enfin, pour moi, opposer démocratie délibérative et démocratie représentative, ça n'a absolument pas de sens. On met démocratie participative, même si je précise au sens large, et démocratie représentative, ça n'a absolument pas de sens. Qu'on met en place des mécanismes de démocratie participative dans un régime global de démocratie représentative. Ça fonctionne extrêmement bien sur des sujets qui sont des sujets... pas forcément des sujets sociétaux, des sujets nécessitant une forme de dramatisation. Ça fonctionne extrêmement bien au niveau local. Un peu en France, pas dans toutes les villes, mais vous avez des villes comme Metz, comme Paris, comme Grenoble qui le font beaucoup. Ça a très bien marché en Espagne, à Madrid et à Barcelone avec Manuela Carmena et Ada Colau. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché à partir des années 90 à Sao Paulo. Le budget participatif, qu'est-ce que c'était ? Vous avez une ville qui a un budget de 100. Vous dites il y a 90 qui sont décidés par l'équipe municipale habituellement et vous avez 10. Pourquoi vous avez 10 ? Parce que vous avez une enveloppe qui n'est pas une enveloppe infinie. Vous dites aux citoyens vous avez 10. Et peut-être que vous voudriez, avec les 10, construire une école, faire un terrain de football, refaire une route ou mettre en place l'assainissement. Vous n'avez que 10, vous êtes responsable. Vous vous réunissez et vous allez faire le choix. Et ça, c'est des mécanismes qui marchent extrêmement bien. C'est des mécanismes qui peuvent être répétés. Et qui complètent en quelque sorte. Et qui complètent la démocratie représentative. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de contraintes. Il faut faire en sorte que vous mettiez en place des réunions qui ne prennent pas trop de temps pour que tout le monde puisse venir. Il faut mettre en place des réunions sur certains moments pour que tout le monde puisse venir et que vous n'ayez pas seulement une certaine partie de la population, mais ça complète. Vous pouvez le faire sur des choses
budgétaire, vous pouvez le faire si vous avez un projet, vous avez un grand projet de musée. Vous pouvez aussi associer les citoyens au choix du projet. Et je vais laisser l'objection s'exprimer. J'ai juste une petite objection, c'est qu'à Paris, je le connais un peu, le budget participatif, c'est un micro-truc et ça n'a strictement aucun intérêt. C'est totalement folklorique. Vraiment, vous allez regarder, vous vous marrez, quoi. Donc, est-ce que c'est pas aussi de la poudre aux yeux ? Vous avez des budgets, vous avez des petits bouts de budget, mais on commence aussi, on apprend à marcher en marchant. Vous avez des petits bouts de budget sur des projets qui parfois ont des sens extrêmement forts au niveau local. Vous dites sur une ville comme Paris qui est assez énorme, si vous mettez du budget pour financer un local associatif dans un des arrondissements qui fait 10 mètres carrés, vous pouvez vous dire non mais franchement c'est de la poudre aux yeux, juste financer le loyer de 10 mètres carrés. Sauf que peut-être dans ce quartier-là, vous aviez des populations particulièrement en difficulté. Grâce à ce local associatif, vous allez leur permettre de se remettre dans un processus de réinsertion. Ça a du sens. Même petit, ça peut avoir du sens. Alors, moi, le premier budget participatif qui a eu lieu, c'est important de noter, parce qu'il faut regarder ces initiatives vraiment en détail. Je suis d'accord avec vous. Il faut regarder en détail, parce que moi, j'ai regardé les choses d'un peu près, et c'est vrai que je m'aperçois que ces expériences, au-delà de l'effet pionnier et d'enthousiasme, ont beaucoup de mal à perdurer. Et pour moi, des institutions, c'est ce qui perdure, c'est ce qui dure solidement, qui ne parie pas sur, disons, la bonne volonté des gens. Or, le premier budget participatif, il est né d'une manière très très particulière à Porto Alegre au Brésil. Le maire qui venait d'être élu était un maire du Parti des travailleurs et qui avait cette situation institutionnelle possible au Brésil, c'est que son conseil municipal était d'un autre parti, tout à fait hostile. Et donc, il était dans une situation de blocage. Il était maire, mais son conseil municipal était d'une autre majorité. Et donc, il a inventé cette idée de budget participatif. Et là, ça avait un sens très profond. C'était de dire, je donne tout le budget, avec des comités de quartier qui vont non seulement réfléchir sur comment on le répartit, mais qui vont en plus décider de la hiérarchisation des priorités. Et donc, du point de vue social, par rapport à une mairie qui était au préalable extrêmement corrompue, eh bien, ce budget a été efficace. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Je voudrais vraiment qu'on regarde les choses de près. Je vais regarder vite. Parce que ce budget participatif a créé une autre forme de représentation. C'est une représentation bis, c'est-à-dire que les citoyens votaient pour des représentants dans ces budgets locaux, dans ces comités. Donc, ce n'est pas de la participation, c'est de la représentation bis. On fait en sorte que d'autres personnes, à côté du système représentatif. Donc, la question de la participation demeure une question qui est assez floue. Et c'est le dernier point. Je pense que le grand danger, c'est qu'à force de faire l'éloge de la démocratie participative, on finisse par affaiblir et peut-être détruire la démocratie représentative. Donc, d'accord pour des perfectionnements, pour des améliorations locales, ça marche, mais veillons à ce que ce discours d'éloge de la démocratie participative ne fasse pas trop rêver, au risque de détruire les institutions. Julien, juste comme ça, vous pouvez répondre à Agathe. Putain, j'y arriverai pas. Agathe, vous pouvez répondre. Non, surtout pas. Vous pouvez répondre en même temps à une de ses premières assertions, parce que c'est la fin. Il a dit que nous étions bien représentés. Voilà. Alors allez-y. Est-ce que vous le pensez ? D'abord, je pense que les citoyens ont régulièrement, à chaque élection, l'occasion de se mobiliser pour permettre d'être bien représentés. J'ai une responsabilité citoyenne d'aller voter, elle est forte. Vous ne pouvez pas ne pas aller voter et dire ensuite que vous n'êtes pas bien représenté. C'est un point rapide, mais je tiens à le dire. Deuxièmement, je pense que vraiment, les processus de démocratie participative sont au service, s'ils sont bien pensés, de la démocratie représentative qui, aujourd'hui, à elle seule, ne se suffit plus. Le troisième élément pour moi, c'est que Natacha Polony l'a dit, il y a une éducation à la démocratie beaucoup plus profonde qu'il faut faire auprès des jeunes. Une éducation à la démocratie représentative, c'est-à-dire au vote, pourquoi aller voter, comment aller voter, en ayant vraiment conscience aussi de ce que sont les programmes, les lire, s'imprégner de ça. Il y a sans doute une forme d'éducation à la démocratie participative aussi à leur proposer. Bien sûr que quand vous mettez en place tous les ans des processus de budget participatif, vous avez des personnes qui vont venir 1 an, 2 ans, après elles ne vont plus venir. Mais si vous renouvelez avec les générations, vous aurez toujours quelque chose d'intéressant. La démocratie participative, c'est pas de dire on est dans une ville avec 1 million d'habitants, il y a 1 million d'habitants qui va venir se réunir dans la salle. Vous êtes dans une ville avec 1 million d'habitants, vous leur dites, vous avez la possibilité de venir faire un choix et prendre une décision avec nous, et vous espérez
qu'un nombre important d'entre eux viennent. Donc il faut renouveler ce nombre de personnes, essayer qu'elles soient le plus diverses possible. Et mon troisième point qui me paraît vraiment important, la démocratie délibérative. Les processus où vous échangez entre citoyens pour prendre une décision, elles fonctionnent sur le mode de l'écoute et de la compréhension réciproque. Et dans l'éducation à la démocratie qu'on doit davantage inculquer aux plus jeunes, et d'ailleurs à toutes les générations, mais essayons de l'inculquer aux plus jeunes quand ils sont dans leur processus d'éducation, c'est une capacité à écouter, à entendre et avoir confiance dans sa légitimité pour prendre la parole. J'ai été frappée, hier je discutais avec une classe de lycéens et certains d'entre eux m'ont dit « Mais vous savez madame, les gens ne vont plus voter parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas légitimes pour se rendre aux urnes, parce qu'ils considèrent que finalement, pour les élections européennes, à quoi ça sert d'aller voter? Ils ne comprennent pas totalement les enjeux, donc ils se retirent. » Je leur dis « Attention, si vous ne prenez pas conscience de la légitimité de votre vote, qui est un droit qui vous est accordé en tant que citoyen, si vous laissez d'autres prendre votre place, parce que vous considérez qu'ils sont plus diplômés ou finalement qu'ils ont plus d'argent, donc ça leur donne une légitimité supérieure, vous remettez en place, après des siècles de gains démocratiques majeurs, vous remettez en place un système de démocratie censitaire. Vous ne le faites pas en l'imposant dans les textes, vous le faites finalement par les pieds en vous éloignant des bureaux de vote qui vous donnent le droit de voter. Et donc il y a un travail profond à faire, à dire à toutes les générations, vous êtes légitimes pour aller voter et vous devez participer aux décisions démocratiques. Il n'y a pas de vote illégitime. Je pense que c'est extrêmement dangereux les discours sur attention, c'est mal de voter pour tel ou tel parti. Il n'y a pas de vote illégitime, vous devez vous exprimer. Et si vous participez à des démarches de démocratie participative et délibérative, apprenez à prendre la parole, à écouter les autres et apprenez à vous mettre dans des mécanismes de décision constructifs. Vous avez parfois l'impression que les élus vous manquent de respect. Apprenez aussi, par ces démarches-là, à respecter les autres dans la construction de la décision. Merci et bravo, ce sera la fin.